Chers amis de la bibliothèque des Riche-Clair, merci et bienvenue. Merci de venir assister à cette rencontre avec le lauréat 2022 du plus important des prix littéraires belges francophones, qui est le prix Rossel. Stéphane Lambert a reçu ce prix pour son dernier livre, qui est un récit autobiographique, L'Apocalypse heureuse. Mais je pense que c'est un prix qui lui a été attribué, comme souvent avec le Rossel, lorsqu'il couronne un écrivain qui a une bibliographie considérable. Le prix Rossel a aussi pour fonction de célébrer une œuvre en cours, bien sûr, encore, mais une œuvre qui compte quand même un certain nombre de livres qui ont été romans, récits et essais sur l'art principalement, mais aussi sur Melville et Hawthorne par exemple, livres qui constituent une œuvre à part entière et qui a reçu par ailleurs d'autres prix littéraires. Alors première question, Stéphane Lambert, merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Première question, avant d'entrer dans le livre L'Apocalypse heureuse, j'ai une question sur le prix Rossel et que je vais associer pour la rime, mais pas seulement au prix Nobel, qui a été attribué à Annie Ernaux. Dans les deux cas, il s'agit de prix littéraires qui sont accordés à des récits autobiographiques ou une exploration du vécu par la littérature. Comment est-ce que vous voyez cette dimension-là que la littérature, en tout cas en littérature française, prend de plus en plus? Moi, je vois pas ça spécialement comme une nouveauté, en fait. Pour moi, c'est un genre, l'autobiographie. Enfin, après, c'est la manière de le dénommer qui a changé, mais d'écrire sur soi, c'est aussi vieux que l'écriture. Si on remonte à l'Antiquité, il y a déjà des textes d'auteurs qui... on pourrait dire que presque la guerre des Gaules de Jules César est un texte autobiographique. Les poésies de Catulle, il ne parle que de lui. Donc, moi, je ne sais pas tellement... Enfin, après, on est toujours très... ma démarche n'est pas très proche de celle d'Annie Ernaux, si ce n'est pour l'exigence de vérité quand on se confronte à soi. Et elle est beaucoup plus dans une démarche politique, Annie Ernaux, que je ne le suis depuis toujours. Enfin, et moi, je n'ai pas cette dimension politique. Enfin, peut-être qu'il y en a une dans mon œuvre, mais elle n'est pas intentionnelle, elle n'est pas cherchée, elle ne s'inscrit pas ni dans la volonté d'affirmer un genre, ni un genre littéraire, j'entends, ni un genre sexuel. J'aime bien rester dans une forme d'attention fixée sur l'objet que je suis en train de créer et les préoccupations formelles que ça pose et comment arriver à trouver justement une forme pour dire ce que j'ai envie d'écrire. Après, bien sûr, je suis content que ces prix récompensent ce genre, donc voilà. Le genre littéraire, en l'occurrence. C'était lié à l'attribution du prix qui oui, Rossel, donc je vais arriver à répondre à votre question, voilà. Mais je tiens quand même à faire ce préambule sur le fait que en fait, j'ai conscience que la littérature autobiographique est en vogue d'une part, mais aussi a toujours le contraire de défenseurs. Des opposants, des opposants. Oui, non, mais moi, ici, des adversaires. Voilà. Ici, c'était pas du tout en opposition. Et c'est bien de rappeler quand même que c'est... Enfin bon, alors, dans ma série, j'oublie Saint-Augustin, Rousseau, enfin, il y a quand même de grands prédécesseurs dans cette auscultation de soi par la littérature. Et donc, c'est bien que les prix valident ça, parce qu'en fait... on pourrait avoir l'impression qu'en fait écrire sur soi c'est une chose facile, ou c'est faute d'imaginaire, ou c'est faute de tout ce qu'on veut. En fait c'est un peu un manque.
alors que c'est le contraire. Par exemple, les critiques qu'on attribue à la littérature autobiographique, on ne l'a jamais fait, par exemple, sur le genre de l'autoportrait en art, alors que c'est un genre noble, puisque c'est... Bon, après, il y a des raisons contextuelles, des fois, qui font que les peintres se peignent, par exemple, parce qu'ils n'ont pas de moyens et qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir des modèles, donc ils se prennent comme sujet. Mais, par exemple, si vous prenez Rembrandt, c'est quand même une espèce de travail de fond sur une vie, et c'est un travail vraiment de grande vérité face à l'emprise du temps, essayer de capturer justement cette emprise du temps. Donc, oui, voilà, et peut-être que écrire sur soi, ça demande peut-être des fois plus encore de travail et de rigueur que d'écrire sur un sujet extérieur à soi. Alors évidemment, il y a différents types de livres sur soi. Hein. Il y a des témoignages qui sont vite faits, des fois qui sont des commandes, qui sont faites par des mains extérieures. Mais pour Annie Ernaux, en l'occurrence, puisque vous citez son exemple, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment un haut degré d'exigence dans son écriture. Et c'est extrêmement. Ces livres sont souvent assez minces, mais je pense que c'est justement le fruit d'un grand travail pour aller à l'os de ce qu'elle cherche à atteindre dans son écriture. Et donc, voilà, je trouve ça forcément bien de valoriser ce travail. Alors pour aborder un autre aspect avant d'entrer dans ce livre-ci de votre œuvre, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que le Rossel couronnait ce livre-ci ou était une manière de rendre hommage à l'ensemble de votre bibliographie? Alors, qu'est-ce que ça vous fait comme effet d'avoir le Rossel? Est-ce que vous l'attribuez à ce livre-ci en particulier qui vous semble plus important? Le jury m'a dit qu'eux, ils donnent le prix à un livre. Ouais. Après, j'ai participé à une table ronde il y a 2-3 jours, la bibliothèque Visitokiana, sur le thème des prix littéraires, et un des participants à la table ronde disait que c'était impossible, dès lors que c'est pas anonyme, de pouvoir dire ce qui a motivé le choix d'un prix, parce qu'il y a tellement de facteurs qui influent et dont on n'a pas spécialement conscience. La maison d'édition, déjà, ça nous fait lire le texte différemment. Hein. Si vous lisez un livre dans la collection Minuit ou dans la collection Harlequin, vous n'allez pas le lire de la même manière. Et c'est sûr que, comme tous les gens du Rossel me connaissent, ils ne partent pas de rien quand ils lisent mon livre. Donc, je ne peux pas mesurer quel est le degré. Après, moi, je suis honoré dans les deux cas. Que ce soit s'il me donnait ce prix pour le livre ou pour mon parcours, parce que, comme je le dis quand on me pose la question, le travail d'écriture est un travail solitaire et aventureux, et dans lequel personne ne nous a demandé d'aller. Et qu'un jour, cette espèce de chemin qu'on trace par sa propre énergie parvient à atteindre les autres, c'est forcément une grande émotion. Et particulièrement par rapport à ce livre-ci, qui est un livre où justement j'essaye de clarifier un peu le chemin de ma vie, et qui me semblait être un livre par lequel je m'éloignais un petit peu de la Belgique, et que la Belgique se signale à moi à ce moment-là, à travers ce prix. C'est une forme de réconciliation, et je dis que ce travail de réconciliation devait déjà être dans le livre pour qu'il l'ait pris aussi comme ça. Donc voilà, c'est plein de résonances. On va y revenir sur le livre qui est aussi, à mes yeux, aussi un livre sur l'écriture et un livre sur la lecture. Mais je citerai des extraits pour vous y faire réagir. Mais avant cela, peut-être une question sur le fait qu'une partie de votre bibliographie est consacrée à des livres sur l'art, ou en tout cas sur des artistes comme Rothko, comme Monet, ou à des écrivains. Je citais tout à l'heure l'amitié entre Melville et Hawthorne. Là, c'est une autre manière que vous avez d'aborder des sujets comme cela, ou est-ce que l'écriture finalement est la même? Oui, j'aurais tendance à vous dire ça. Après, oui, bien sûr, chaque sujet impose une manière différente de l'aborder.
et de l'appréhender et de construire le récit autour. Mais j'ai l'impression que c'est toujours un peu parce qu'on dit que je fais des essais, mais moi je trouve que c'est plutôt des récits que je fais sur l'art. Donc il y a quand même une narration, une construction d'ordre romanesque en fait, si ce n'est que la matière que j'utilise est vraie. Alors quand par exemple j'écris sur des artistes ou des créateurs, des écrivains, j'essaie toujours de trouver aussi des zones où j'ai une petite liberté, où on sait qu'on n'a pas les informations. Je donne un exemple avec Beckett qui affirmait que les deux hommes de dos qui regardent la lune de Friedrich, un tout petit tableau qu'il a vu en 1937 à Dresde, était à l'origine dans Nathan Mangono et on n'en sait pas plus en fait. Ce qui fait qu'aucun biographe n'a pu vraiment développer sur ce sujet, puisqu'il n'y avait pas d'éléments objectifs. Et pour moi, c'était de la matière en or, parce que ça permettait de refaire tout le parcours de Beckett à cette époque, tout ce qui était en jeu dans sa vie, de mettre tout ça ensemble, et par ma propre intuition humaine, expérience humaine, de spéculer là-dessus. Après, ce qui est intéressant, c'est que toute cette série de livres que j'ai faits sur des artistes, que je vais probablement encore continuer, ça induit de ma part peut-être une exigence encore plus grande par rapport à la manière de traiter les sujets, parce que c'est vrai que quand on parle des autres, on a une forme de responsabilité, on ne peut pas dire n'importe quoi, et donc ça donne une rigueur de travail et cette méthodologie, si je peux l'appeler comme ça, mais c'est pas vraiment non plus conscientisé, hein, mais il y a quand même une espèce de méthodologie qui se met en place. Je l'ai appliquée sur mon propre sujet quand j'ai écrit ce livre, et je pense que ça se sent en fait. On sent mes autres livres, mes livres qui ont précédé dans cette construction-là. Alors justement, entrons alors dans l'Apocalypse heureuse. Je dois dire d'emblée que en lisant la 4e de couverture, j'ai trouvé qu'elle présentait le livre en l'abordant d'un point de vue qui était peut-être devenu maintenant dans ce livre-ci plus accessoire. Je ne dis pas que ce n'était pas fondateur ni fondamental, mais plus accessoire par rapport au développement que vous faites à partir de là. L'élément. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous que la 4e de couverture, je trouve, est réductrice. Mais oui, parce que par rapport aux propos du livre, et c'est toujours un peu un débat avec l'éditeur et mon éditrice que j'adore. Et donc, comme on est filmé, elle le sait. Mais j'ai déjà fait un peu bouger, parce qu'au départ c'était encore plus concentré là-dessus. C'est compliqué en fait quand on est éditeur de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, on n'a pas beaucoup de place. Donc ça a été un débat entre nous. Moi je trouve que le livre il porte davantage sur le cheminement, sur comment on traverse la dévastation de l'enfance et de l'adolescence, et comment au fur et à mesure on se dessine un parcours de vie, un accomplissement, et que finalement cet épisode de l'abus, ça pourrait être n'importe quoi d'autre en fait, voilà. Tout ce qui bouleverse une enfance en fait. Et donc je pense que d'ailleurs d'une certaine manière ça peut desservir un peu le livre, parce que comme il y a eu beaucoup de livres là-dessus, il y a des gens qui saturent, je pense ça. Alors, je peux témoigner que j'ai un peu annoncé le fait que j'allais avoir le plaisir de vous recevoir ici au Riche Clair sur ce livre-là, et j'ai parfois eu la réaction de dire oui, mais est-ce qu'on n'a pas déjà beaucoup parlé de l'abus par un pédophile d'un enfant? Et effectivement, c'est une tragédie, effectivement, ça bouleverse toute une existence. Est-ce que ce livre-ci en parle? Et en général, moi je répondais chaque fois non, pas seulement. C'est le point de départ. Et je suis heureux d'entendre que vous êtes d'accord avec cette... D'autant plus que j'en ai parlé plus en détail, on va dire, sur l'affaire et les faits eux-mêmes dans d'autres livres. Mais bon, à partir du moment où je travaille sur ce parcours qui est le mien, et qu'effectivement j'essaie de faire un récit, en fait d'une certaine manière c'est un récit initiatique. Je ne peux pas non plus ne pas en parler, puisque c'est non, bien sûr, non, mais ça aurait pu être autre chose de mon histoire, voilà, et qu'en plus, il y a quand même cet épisode que je raconte au début,
qui s'est vraiment passé et qui était extrêmement romanesque et qui me ramenait à cette histoire. On peut dire que le déclenchement de ce livre-ci, c'est la rupture entre vos parents, le divorce, la séparation, l'éclatement vu à travers les yeux de l'enfant que vous étiez et de votre frère, de cette famille qui éclate. Et peut-être qu'on peut dire aussi que ce livre-ci est un cheminement vers une forme de réconciliation avec le père, qui est la figure dont vous êtes écarté pendant plus de 20 ans, 21 ans, et que vous retrouvez à la fin de sa vie à lui, et presque on pourrait dire au début d'une vie à vous. Oui, c'est ça en fait. Hein. C'est comment, à un moment dans l'enfance, les choses se décomposent et comment on fait sienne son histoire. Et puis finalement, in extremis, on arrive à une forme de réconciliation. Peut-être le terme. Enfin, oui, c'est une réconciliation en tout cas. Quel est le terme que vous utiliseriez s'il y en a un? Je veux dire résilience pour vous et... Ah ouais, vous savez, mais comme je le dis dans le livre, je n'aime pas trop cette Voilà, tout à fait, de résilience, parce que la résilience, elle présuppose aussi une forme de victoire, de quelque chose qu'on renverse, et puis en plus, je trouve que des fois ça peut avoir des dégâts chez les gens chez qui ça se passe pas, quoi. Ça accentue la culpabilité d'être dans une mauvaise passe. Mais je disais que non, en fait, je disais pas que oui, il y a une forme de réconciliation avec mon histoire, plutôt, ou d'appropriation. Mais je voulais dire par rapport à mon père, d'une certaine manière, je pense qu'à un moment on s'est leurré. Je pense qu'on ne s'en voulait plus ni l'un ni l'autre, en fait. Mais on a continué dans cette ignorance, donc c'est plus une manière de renouer peut-être, de renouer avec notre filiation, enfin ça marche dans les deux sens la filiation. Oui. Avec notre lien, notre lien filial en fait. Oui. C'est d'ailleurs, il y a des pages absolument bouleversantes sur le moment, surtout les moments où vous parlez de votre père, auquel d'ailleurs le livre est dédié à mon père. Ce sont des pages qui sont extrêmement bouleversantes sur le moment où à la fin du livre on se rend compte des raisons pour lesquelles il y a tout au long du livre une série d'appels presque inconscients exprimés par vous, par le narrateur, lors de la thérapie, vers la réconciliation à l'égard de l'enfance. Je réutilise le mot réconciliation, mais plus explorer l'enfance. C'est-à-dire que pendant tout un début de vie, enfin quand même une moitié de vie, on va dire, puisque jusqu'à 40 ans, en fait, pour schématiser, hein, les choses ne sont pas aussi... mais enfin, c'est ce rapport à l'enfance, c'est plutôt dans la douleur, et dans une douleur qui d'une certaine manière est un frein et un empêchement à s'accomplir adulte, et qu'à un moment, cette douleur étant si paralysante ou handicapante, il y a deux solutions. Soit on meurt de cette douleur, il y en a qui meurent de cette douleur. Il y a des artistes, là, je retravaille sur Nicolas de Staël, à un moment, lui, il n'a pas réussi à sauter, faire passer cet obstacle. Ou soit on décide d'essayer de renverser sa portée, au lieu de nous écraser, on se l'approprie, voilà, les choses son histoire, elle est ce qu'elle est. À un moment, il faut accepter que c'est la sienne et ne plus la vivre dans ce rapport négatif, en fait, pour dire les choses même très simplement. Oui. Et ce livre, c'est l'histoire de ce retournement, en fait. Et alors le livre Parcours est aussi un portrait d'une enfance, d'une jeunesse, d'un rapport de l'enfant à ses parents, à sa mère avec laquelle vous allez vivre, avec votre frère, et au père que vous allez, j'allais presque dire abandonner, mais ce n'est pas le cas, avec lequel vous allez avoir une rupture qui est liée d'ailleurs à la manière dont l'abus initial a été
admis, reconnu, dénoncé par les parents. J'ai oublié la question que j'allais vous poser dans mon sur déroulement. l'enfance. C'est aussi le portrait d'un milieu social. C'est aussi le portrait d'une... parce que quand on découvre votre enfance, le milieu social dans lequel vous vous trouvez, il y a aussi le fait que vous racontez cette sortie d'un milieu social donné par la littérature, par l'écriture. Oui, alors là, en fait, je suis toujours un peu aussi embêté parce qu'il y a cette histoire de, vous voyez, comment ça s'appelle, c'est une expression, transfuge social, c'est ça? Oui, ou ascenseur social. Oui, mais vous savez, dans la littérature, là, par exemple, Édouard Louis parle beaucoup de ça, d'être un transfuge social. Didier Ribon aussi, qui, dans son livre Retour à Reims, disait que finalement, pour lui, ça a été beaucoup plus difficile de faire son coming out social dans le milieu intellectuel parisien que son coming out sexuel. Bon, il y a du vrai là-dedans, je ne le nie pas du tout, mais je ne suis pas du tout sûr qu'en fait le décalage avec son milieu, il ne soit lié qu'avec un milieu social modeste. En fait, on peut tout à fait avoir un milieu... il y a ce fameux livre Mars de Zorn, où vous pouvez être dans un milieu totalement dit élevé, être en conflit, dans un rapport totalement d'inadaptation avec votre milieu. Donc, je ne sais pas, moi, s'il faut réduire ça à l'identité du milieu, mais plutôt au fait que le milieu, en tant que tel, le groupe, en fait, annihile souvent la singularité. Et quand vous voulez devenir comédien ou ouvrir un restaurant, qui était une de vos vocations quand vous étiez adolescent, au milieu de vos humanités, on sent qu'il y a une pression, peut-être pas sociale, peut-être plus familiale, mais qui vient du milieu social, à dire non, ce n'est pas quelque chose qu'il convient de faire. Oui, tout ce qui répond pas au fonctionnement ordinaire du groupe est condamné et exclu. Et même par exemple le mal-être, par exemple quand mon père va mal et qu'il est en dépression, il est aussi mis sur le côté. Donc la société aime la bonne santé, aime ce qui la fait tourner telle qu'elle tourne en fait. Après... sans doute que oui, il y a des contextes qui sont des fois plus... Mais c'est vrai que, en fait, pour quand même répondre à votre question sur la réalité sociale de ce milieu, c'est vrai que moi, j'ai pas voulu... J'y ai pensé en écrivant mon livre. Est-ce que je fais du Annie Ernaux ou pas, ou du Édouard Louis ou pas? Et c'est pas mon truc, parce que c'est des gens, en fait, qui sont... c'est ce qui fait peut-être aussi la distinction entre les écrivains belges et les écrivains français. C'est que les écrivains français sont éduqués dans cette espèce de conscience et de combat politique, de toutes sortes de questionnements et de revendications sur l'être ensemble, comment on y réfléchit. Et donc ils se positionnent par rapport à ça en écrivant des livres. Et moi, c'est pas quelque chose... que je conscientise, pour moi c'est pas, comme j'ai déjà dit au début, c'est pas un acte politique, enfin en tout cas un engagement politique d'écrire un livre, mais je dois bien reconnaître que par rapport à certaines choses, il y a des petits détails comme ça par-ci par-là. Notamment, je parle des supermarchés au début, que mes parents allaient plutôt à ce supermarché-là plutôt qu'à celui-là. Rétrospectivement, je vois bien que c'est ça qui a joué. Et puis la maison que vous rêviez en tant que famille de pouvoir acquérir, et puis qui vous a échappé, ça fait partie aussi de ce qui a fracassé le... Oui, certainement, il y a des choses qui étaient de l'ordre de mon rêve, qui dépassaient les capacités de mes parents, mais pas les capacités matérielles, même les capacités psychologiques, comme je disais que... je ne sais pas si j'ai donné l'information intégrale dans le livre, mais
les deux familles de mes parents, depuis le Moyen-Âge, n'ont pas quitté, parce que j'ai fait des recherches pour un autre livre, n'ont pas quitté la localité où ils se sont rencontrés. Donc ils ont fait une énorme révolution en termes individuels quand ils sont venus s'installer à Bruxelles. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir grandi dans un contexte qui était déjà très différent du leur, puisque j'étais en ville, confronté à plein d'autres informations qu'eux n'avaient pas quand ils ont... voilà, ce sont des réalités, effectivement, quand on relit son histoire, qu'on est amené à percevoir plus nettement. Mais c'est pas l'objet j'en ferai pas un meeting. Oui, non, c'est ça, mais par contre, ça apparaît peut-être que... Moi, j'ai lu le livre une première fois quand il est sorti, puis je l'ai relu avant cette rencontre littéraire, et en notant des passages qui peut-être ne m'ont pas frappé à la première lecture, mais cette dimension de la désintégration de la famille, et à un moment donné, vous dites que c'est un déchirement, que l'écorce de votre vie est déchirée par la rupture de vos parents, et que cette rupture des parents est amenée aussi par le portrait que vous faites, qui est très, très touchant, très émouvant, d'une sorte de détresse à la fois affective, familiale, matérielle, de vos deux parents. Oui, d'une certaine manière. Alors moi, je n'ai subi que le séisme et le dommage, et je n'étais pas en mesure également à l'époque de voir ce qui créait cette crise entre mes parents, mais effectivement, ils ont été tous les deux à leur manière dans une situation inconfortable, enfin pour le moins. Ma mère espérait sans doute autre chose dans sa vie que d'être d'assister mon père dans ses maladies. Et mon père espérait, lui, il n'a pas choisi d'être malade, mais il espérait certainement que ma mère soit plus d'empathie par rapport à son état. Donc les deux, enfin ce sont des... Je peux comprendre, c'est pas des... Mais c'est vrai que quand le thérapeute que je vais voir au début du livre me demande de faire la liste des choses qui ont émotionnellement eu une importance dans mon enfance, et de leur donner une valeur émotionnelle, c'est la chose qui ressort, c'est effectivement la séparation de mes parents. Et donc même si objectivement tout peut... on peut se dire que c'était mieux qu'ils se séparent, parce que je raconte aussi le fait que c'était plus tenable, mais dans une enfance, c'est quand même une fracture irréparable. C'est bon, à la fois c'est malheureusement... puis après, des fois, il y a des situations où ça se passe mieux que d'autres. Mais c'est vrai que cette image du camion dont je parle qui recule. Oui, c'est quelque chose qui est une image, j'allais dire fondatrice, mais en même temps c'est... Donc c'est le camion de déménagement, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, le camion de déménagement au moment où les parents se séparent, qui prend les meubles destinés à votre maman, quand votre père reste dans l'appartement. Et il est au balcon, au 8e étage. Et quand le camion recule, c'est vrai que c'est une scène assez... c'est très cinématographique dans ma tête en plus aussi. C'est symboliquement fort, mais c'est aussi concret, quoi. Et c'est un souvenir qui revient régulièrement dans la mémoire de l'écrivain cette fois-ci. Parce que je disais au début, et j'ai l'impression que vous aviez tiqué, que c'était aussi un livre sur l'écriture. Ah non, voilà, oui, parce que pas du tout. Moi j'ai eu le sentiment que, alors, la
première histoire, qui est l'histoire, la narration, le fil narratif initial, qui est la rupture des parents, jusqu'à la mort du père 20 ans plus tard et la réconciliation. Mais il y a en parallèle à ça des éléments qui sont liés au fait d'écrire ce livre et d'arriver au bout de ce livre avec différents épisodes liés à votre vie, une rupture, un amour rencontré dans cette île d'Amarogos qui est un lieu d'écriture. Là, il y a de très belles pages sur le fait qu'Amargos, cette île des Cyclades, est une île dans laquelle l'écriture est possible. Avec Jean... oui. Enfin, les trois genres, Juan, Yann et Jean. Oui. Alors j'idéalise beaucoup l'île en termes d'écriture parce que c'est aussi un lieu de non-écriture, parce que tout invite à ne pas écrire, parce que le cadre est tellement fort qu'il suffit à lui-même et qu'on se demande pourquoi on se met un martel en tête et qu'on s'enferme comme ça dans une chambre à essayer d'écrire comme un forcené. Mais non, je suis tout à fait d'accord que c'est un livre là-dessus. Il y a un article, c'était dans le Matricule des Anges, je lisais, qui avait titré Aventurier de soi-même. Et je trouve que l'écriture, elle est symbole de ça, en fait. C'est un peu le combat aussi de Jacob avec l'ange, qui illustre un peu d'ailleurs les deux personnages sur la couverture. Très réussi, par contre, la couverture. Par rapport à la quatrième de couverture. Ça, on ne va pas le dire. Enfin, ça, moi, je peux le dire. Non, éditrice. Oui. Elle est très réussie. Je ne veux pas dire qu'elle non, mais la quatrième, elle est bien. Hein. Donc, c'est quand même... c'est une forme d'épopée intérieure, en fait, d'arriver à... Bon, il y a une situation de crise, on est un peu pris sous les décombres, en fait, de sa vie, et comment on arrive à se sortir de là. Et alors, dans ce cas précis, c'est l'écriture. Mais c'est vrai que finalement, l'écriture, ça pourrait être autre chose. Mais le fait de pouvoir aller jusqu'au bout de ce livre, c'est opérer ce retournement dont je parlais tout à l'heure. C'est ne plus être passif par rapport à ces forces destructrices qui sont en nous et d'en faire un objet. Bon, après, tout livre est compliqué à écrire, mais c'est vrai que celui-là, il a été particulièrement parce qu'en plus, la matière bouge en cours de route, puisque c'est de la matière autobiographique, et que par exemple, la réapparition de mon père s'est passée alors que j'étais déjà en train d'écrire. Donc, ça a quand même complètement bouleverser mon rapport au récit en train d'être écrit, quoi. Et oui, il y a d'autres événements aussi, mais extérieurs cette fois-ci, mais significatifs quand même, comme l'affaire Matzneff, dont vous ne citez pas le nom, mais dont vous évoquez l'épisode et cette condescendance à l'égard de l'affaire Matzneff, c'est très simple, hein, ça m'a arrêté pendant 6 mois, en fait, parce que et c'était intéressant parce que jamais j'aurais pu dire comme ça que c'est une affaire qui allait m'ébranler comme ça, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup affecté, en fait. Et donc il a fallu du temps pour me remettre, parce qu'en fait, ce qui était très très dur dans l'affaire Matzneff, c'était pas l'affaire en elle-même, parce que on la connaissait, mais c'est la manière dont encore certains ont manifesté leur soutien à Matzneff. Donc c'était une manière encore de ne pas vouloir entendre. Tout à coup, on a une personne sur les dizaines de personnes qui ont certainement été victimes de Matzneff, qui tout à coup décide, elle, d'écrire son histoire, et on lui interdit. Certains semblaient lui dire qu'elle n'avait pas le droit d'écrire cette histoire. C'est quand même d'une extrême violence, je trouve. En revanche, pour peut-être essayer de voir quelque chose de positif, il y a la figure de Marguerite Duras qui, elle, s'est insurgée contre la condescendance à l'égard de Matzneff, et qui était cette autrice qui vous a donné peut-être une sorte d'impulsion pour écrire. Oui, c'était... on a reparlé au moment de l'affaire Matzneff de toutes sortes de choses. Finalement, c'était intéressant parce qu'on a ressorti... Le Monde avait pas mal de dossiers aussi sur l'historique de la judiciarisation et la pénalisation
la pédophilie, qui, contrairement en plus, parce que aussi, quand il y a eu l'affaire Maasneff, on taxait les gens anti-Maasneff, enfin, on schématisait, de relire, réécrire l'histoire, mais en fait, la pédophilie en France est condamnable pénalement depuis 1830-1832, un truc comme ça, donc c'est pas depuis l'affaire Springora. Et donc Marguerite Duras, oui, donc ils ont reparlé aussi de ces pétitions que Maasneff a initiées à la fin des années 70, dans le cadre d'ailleurs de faits divers, hein, parce qu'il y avait des pédophiles qui avaient, je ne sais plus s'ils avaient déjà été jugés ou pas, mais en tout cas, les intellectuels qui ont pris position se plaignaient qu'ils avaient été emprisonnés trop longtemps. Et donc là-dessus, Maasneff avait fait une première pétition, parce que je crois qu'il en a fait deux, c'était pas exactement la même revendication dans les deux, et qu'il demandait une clémence d'abord peut-être pour ces deux pédophiles, et puis peut-être une dépénalisation de la pédophilie. Et effectivement, Marguerite Duras n'avait pas accepté de signer la pétition, et qui a été tellement décriée de son vivant, on mesure avec le temps combien elle a eu raison sur pas mal de sujets. Alors pour revenir à l'écriture, cette fois-ci, à plusieurs moments dans le récit, dans le livre, à plusieurs moments, vous vous racontez, écrivant, vous vous racontez, par exemple, il y a une séquence où vous vous interrogez sur le fait que vous vous forcez à vous enfermer pendant 4 heures d'affilée devant votre ordinateur et finalement ne pas écrire, mais à vous contraindre à ce travail de forçat, de vous dire vous devez écrire, comme si l'écriture était une obligation à laquelle vous ne pouvez pas échapper. Et vous dites à un autre endroit, vous avez une très belle formulation pour dire ce que représente l'écriture pour vous, en tout cas de ce livre-ci. L'ensevelissement dans l'écriture, c'était un refuge, un lieu où me cacher plus qu'une terre définitivement conquise. Alors l'écriture, comment est-ce que vous décririez? C'est ambivalent. Déjà, c'est... alors, peut-être qu'il faut le mettre en perspective par rapport à l'histoire du livre, puisque c'est l'histoire d'un non-dit, et que pour essayer de trouver ce non-dit, ce que ça provoque, comme je le montre dans le livre, ça provoque une séparation avec le monde extérieur, donc son environnement proche, mais aussi par voie de conséquence avec la société. On est dans une espèce comment est-ce qu'on pourrait dire, on n'est pas vraiment là en fait, on est dans une espèce de posture qui tient lieu de personnes entre la société et soi, puisqu'en fait la parole n'a pas été dite, il y a une espèce de secret qui nous tient à l'écart des autres. Et donc dans cette espèce de séparation du monde extérieur, dans l'adolescence, les livres ont commencé à répondre à des choses qui me manquaient dans le rapport avec les autres. Et au fur et à mesure, je me suis dit, peut-être que c'est ma voix, en fait, c'est là que je peux essayer de tenter de me relier au monde extérieur, et de prendre place dans ce monde, en fait. Bon, après, je ne sais pas si c'est... si sans cette affaire qui m'est arrivée, je ne serais pas quand même devenu écrivain, parce que je pense qu'il y a une forme aussi de vivre les choses, une manière de vivre les choses qui est inhérente à chacun, et peut-être que ça aurait été là quand même, mais c'est sûr que je ne peux pas nier que ce facteur du non-dit qui a été au départ, au moment où je devais entrer dans la société, parce que sortir de l'enfance, c'est sortir donc l'enfant, c'est celui qui ne parle pas. Donc au moment de devoir prendre ce relais vers le monde extérieur, je ne l'ai pas fait. Donc je me suis construit ce territoire d'écriture. Et donc ça a été un refuge, comme je dis, ça a été un refuge, un lieu où exister. Mais alors c'est sûr qu'il y a certainement aussi une forme de fanatisme qui se crée avec l'écriture.
puisque ça devient tout notre monde. Ça prend même la place de la réalité, finalement. Qui a commencé aussi par la lecture, parce que je ne retrouve plus dans mes notes le paragraphe où vous décrivez le fait que, enfant ou jeune adolescent, la lecture était l'univers dans lequel la fiction, le roman était l'univers dans lequel vous vous enfermiez. Non, mais alors là, je ne m'enfermais pas, c'était quand même salvateur à ce moment-là. Oui, mais c'est-à-dire que vous isoliez du reste. Oui, bon, alors ça, c'est la condition un peu ambiguë, ambivalente de l'écriture et de la lecture, c'est que pour se relier à l'autre, il faut se séparer du monde. Et donc, autant dans la lecture, ça peut être plaisant, parce qu'effectivement, on a rien à faire, on n'a rien à produire, on active ce qui a été écrit par l'autre, et tout à coup, il y a un monde, un univers intérieur qui se met en place, donc c'est très agréable. Par contre, quand on écrit, on doit se séparer du monde extérieur pour aller chercher cette matière qui n'existe pas encore, qui est là en vrac, et la transformer en récit, en fait. C'est un travail quand même assez titanesque à l'échelle humaine. Et avec ce travail, on va se relier aux autres. Et donc on doit quand même d'abord en passer par cet enfermement dont vous parlez. Et c'est vrai que quand en plus on a eu ce sentiment dans l'enfance d'avoir été abandonné en fait par... c'est assez violent, ça demande une force intérieure. Moi je connais des gens d'ailleurs qui n'écrivent pas des livres, qui font de la poésie ou des petits textes parce qu'ils ne veulent pas se confronter à ce temps long de l'écriture. Pardon. Mais ça, je pense que malheureusement, c'est conditionnel. Hein. Si on veut faire des livres, on est obligé de passer par là. Après, moi, j'ai un rapport, c'est vrai. Je pense que c'est nécessaire dans mon cas, je n'envisage pas de faire un livre dans la dispersion, en fait. Et donc, c'est pour ça que je suis assez sévère dans le fait de devoir, il y a des résidences d'écriture qui servent aussi à ça, par exemple, à se mettre vraiment à l'écart. Il y a un côté inhumain dans l'écriture, ça c'est sûr. Mais vous le décrivez de manière assez impitoyable à votre égard, sans indulgence, en disant que vous restez devant l'ordinateur, vous avez décidé de vous enfermer dans une pièce avec l'ordinateur, mais que rien ne vient. Ben oui, c'est parce qu'en fait, je pense aussi que il faut se mettre dans une espèce d'état. Il n'y a pas que l'écriture elle-même dans le moment de l'écriture, il y a aussi l'état dans lequel, vous voyez, par exemple, j'ai fait un livre sur Nicolas de Staël, où la première partie du livre, c'est accompagner Nicolas de Staël en pensée, dans cette dernier trajet qu'il a fait pour redescendre de Paris, où il venait de passer un week-end, écouter des concerts, vers Antibes, où il allait se suicider quelques jours plus tard. Et donc ça fait partie de ces zones, vous voyez, que je repère en tant qu'écrivain, où je peux peut-être avoir une place, s'il n'y avait personne dans la voiture. Et donc, pour me rapprocher de lui, j'ai besoin de faire vraiment le table rase autour de moi, donc j'étais parti à l'étranger et j'étais resté vraiment dans cet isolement, et même le côté un peu pathologique de cet isolement, parce que à un moment ça devient dur, ça avait une incidence sur la manière dont je ressentais Nicolas de Staël, qui était dans le même état en fait. Donc, si vous voulez, c'est un peu une méthode acteur studio. Oui, exactement. Appliquer, essayer de se mettre dans un état qui nous rapproche de l'intériorité de son sujet. Alors, vous avez évoqué que des événements étaient intervenus pendant l'écriture du livre qui font que vous avez dû revoir son architecture ou revoir certains des épisodes que vous racontiez. Il y a notamment ce double moment au début du livre où votre père vous fait comprendre qu'il a lu votre premier roman dans lequel vous évoquez
l'abus par le pédophile D, identifié par un D, et le moment où il vous en parle, et puis c'est le moment de la rupture, parce qu'il ne veut pas évoquer ce que racontait ce livre, jusqu'à 21 ans plus tard, le moment où il tombe malade, et vous reprenez contact avec lui. J'allais dire, il est désarmant en vous disant « Bonjour Stéphane », alors qu'il y a 21 ans de rupture, 21 ans de silence, d'absence de l'un à l'autre. Ce moment-là, quand vous l'avez écrit, est-ce que c'est un moment où l'émotion que vous ressentez en écrivant est comparable à ce que vous avez ressenti dans ces moments-là? Quand je l'ai revu. Quand vous l'avez revu, et puis vous avez écrit le fait que vous l'ayez revu. Oui, alors juste sur le moment de la séparation, c'est surtout que il a parlé du livre comme si c'était mon histoire et que cette histoire ne le concerne pas en fait. C'est ça qui est assez étrange à entendre et à vivre. Et alors c'est compliqué ça, l'histoire de l'émotion, parce que bien sûr, alors l'émotion, elle était là au moment de ces retrouvailles, et en plus, beaucoup de choses se sont... Bon, il y a ce bonjour, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le non-dit, en fait. Parce que, bon, je peux lire un petit chapitre des retrouvailles, comme ça on entend aussi un peu le ton. Donc vous retrouvez devant votre père qui vit avec une compagne, après avoir quitté votre mère, une compagne qui a le même prénom que votre mère d'ailleurs. Alors pendant toute la scène, mon père m'avait souvent regardé avec une sorte d'appétit et d'ahurissement dans les yeux, comme s'il n'en revenait pas de me voir là, chez lui, dans cet appartement où il ne faisait plus rien d'autre qu'attendre. Oui, il m'avait dévoré du regard, comme s'il se rassasiait de l'image de l'homme que j'étais devenu, comme s'il voulait se convaincre que j'étais bien l'enfant revenu de cette vie d'avant qu'il avait eue. J'étais son fils prodigue, il m'avait perdu et aujourd'hui il m'avait retrouvé. Plus il me regardait et plus les raisons de notre rupture s'étaient volatilisées dans le lointain, rendant incompréhensible cette si longue période où nous étions restés sans nous voir. Lorsqu'il m'avait dit qu'il avait lu l'un de mes livres, je n'arrivais pas à savoir s'il parlait de celui qui avait semé notre brouille 21 ans plus tôt, ou un autre qu'il aurait lu entre-temps. Il avait alors évoqué ma sexualité et prononcé cette phrase énigmatique qui ne m'avait pas déplu. « Toi, tu es passé de l'autre côté. » Puis, soudainement, il s'était absenté et avait regardé dans le vide. C'est quand même en un paragraphe tellement de choses qui s'échangent, qui se disent, comme quand il vous dit bonjour Stéphane, comme si rien n'avait eu lieu dans l'intervalle des 21 ans. Bah, en même temps, on est très impuissant hein, par rapport à ça. Je veux dire, ces 21 ans ont eu lieu, voilà, c'est un gâchis énorme, mais ne pouvait rien faire. Hein, finalement, bon, alors lui il est déjà dans cet état complètement, doublement diminué par sa dépression et son presque absence d'oxygène dans le sang. Et puis face à ça, non, c'est vrai qu'il n'y a aucun mot qui peut faire le poids à ce moment-là. Après, c'est vrai que j'étais très inquiet, anxieux à l'idée d'écrire cette scène parce que je voulais vraiment essayer de la restituer dans la vérité dans laquelle elle s'est passée, parce qu'il y avait aussi cette compagne qui était quand même assez incroyable comme apparition. Et bon, et voilà, ça fait partie quand même des satisfactions après de l'écriture. Autant c'est angoissant avant, autant après d'avoir réussi à faire comme ça une empreinte de ça qui peut se réactiver chaque fois qu'on le lit et peut-être même encore qui contient en germe l'émotion. Bon, voilà, ça fait partie des sources de satisfaction de l'écriture. Et de la lecture aussi, parce que je peux en témoigner comme ceux qui ont lu le livre, je pense, c'est que cette émotion-là extrêmement individuelle, extrêmement personnelle, extrêmement intime, finalement prend une dimension universelle parce que l'émotion sort de l'événement dont elle est issue pour... Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, enfin
particulièrement c'est avec des hommes qui ont été sensibles au rapport au père. Ouais, ouais. Parce que le rapport au père, c'est une chose. Bon, le rapport à la mère aussi, mais le rapport au père, c'est quelque chose de compliqué et qui est beaucoup aussi dans finalement des choses qu'on ne dit pas, en fait, avec un lien quand même. Le lien, en fait, finalement, au père est beaucoup plus à construire que celui à la mère, qui s'impose naturellement, on va dire. Oui, non, tout à fait. Alors, pour achever cet entretien, j'aimerais qu'on revienne à l'écriture de soi et à l'énigmatique, à mes yeux, dernier paragraphe du livre, écrit en italique, où on quitte le je pour entrer dans le il. Je vais peut-être le lire, comme ça. Quand il avait eu fini ce livre, il avait senti qu'il avait tracé un chemin. En dépit de toutes les déconvenues qui semblaient l'avoir écarté de son accomplissement, il avait pourtant maintenu le cap. Son attente s'était épuisée dans son éternel sursis, mais passé la frontière de la désillusion, il avait oublié les espoirs et puisé dans ce champ dénudé une confiance nouvelle. La défaite s'était muée en une quiétude qui lui faisait accepter ses jours comme ses uniques biens, sans autre objectif que de donner forme au verbe. Et là, on a peut-être un développement du beau titre L'Apocalypse heureuse, mais aussi le passage du je au il. Est-ce que ça pourrait vouloir dire que pour Stéphane Lambert, écrivain, le cycle de l'auto-écriture, de l'écriture sur soi, de la consolation par l'écriture, est passé et qu'on passe au il, c'est-à-dire au récit, soit plus romanesque, soit plus tourné vers le portrait d'autres, comme les peintres ou les écrivains? Ben, c'est ce que je me suis dit peut-être en écrivant ça. En tout cas, sur ce pan de l'histoire, oui, que c'était... voilà, le dossier avait été traité. Achevé, oui. Et qui conduit à la quiétude. Ça, oui, alors mais je mets aussi au début de cette partie-là la phrase de Jiménez oui. Qui est qu'on écrit en fait pour ne plus écrire. Oui, absolument. Et donc voilà, c'était un peu aussi pour marquer cette idée-là. En fait, je pense d'ailleurs que la phrase de Jiménez, je l'ai trouvée après avoir fait ça. Mais je crois vraiment qu'en fait l'écriture, on écrit pour... est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que l'existence est insatisfaisante ou qu'elle n'est pas suffisante et on pense que l'écriture va pouvoir répondre à ce manque-là. Donc oui, on écrit, et alors après, on pense que ça va être fini, cette espèce de sentiment-là. Oui, la phrase de Jiménez est « Écrire n'est qu'une préparation pour ne plus écrire ». Oui, voilà, c'est ça. Mais je voudrais citer aussi la phrase, l'exergue qui ouvre le livre, ou là qui est magnifique, de Giovanni Papini, qui est celui qui écrit des fausses interviews, notamment les fausses interviews de Picasso. Il a écrit beaucoup, il a eu son heure de gloire, il n'est plus du tout vu aujourd'hui. Tout à fait. Alors il écrit « Je voudrais être comme l'araignée qui tire de son ventre tous les fils de son œuvre ». Et c'est une formulation absolument fulgurante de ce qu'est aussi l'écriture, l'art. Très bien. Stéphane Lambert, je vous remercie pour cet entretien, pour cette heure que nous avons passée ensemble. Je remercie aussi le public des Richecler, de la bibliothèque des Richecler. Et je me rends compte que je n'ai pas eu l'occasion de citer Jacques de Decker, ce que je fais chaque fois que j'ai le plaisir de présenter les anciens coups de midi, qui s'appellerait toujours Coup de midi si on n'avait pas dû déplacer l'horaire. Et je sais que Jacques de Decker appréciait infiniment Stéphane Lambert et la personnalité et l'œuvre de celui à propos duquel je voudrais aussi lire une présentation d'un autre critique que j'aime beaucoup, qui s'appelle aussi Jacques, qui est Jacques Franck, qui écrivait « Stéphane Lambert est un voyeur vorace des lieux qu'il hante et des âmes qu'il scrute ». D'où sans doute sa passion pour la peinture. C'est la première partie de cette appréciation-là que je pensais utile de dire. Stéphane Lambert est un voyeur vorace des lieux qu'il hante et des âmes qu'il scrute. Merci Stéphane Lambert. Merci à vous.